À partir du mois de novembre 2018, et pendant 6 mois, pratiquement sans interruption, le mouvement de protestation dit des Gilets jaunes a secoué la France et fait un moment vaciller nos institutions. Parmi les revendications très disparates et fluctuantes portées par cette vague de colère sans chef et sans programme, une seule a réussi à faire l'unanimité des manifestants, l'instauration d'un RIC. Un RIC, c'est-à-dire un référendum d'initiative citoyenne, autre nom du référendum d'initiative populaire dont nous avons déjà parlé dans la vidéo consacrée à la procédure de l'article 11. Les Gilets jaunes demandaient unanimement plus de référendums, et des référendums déclenchés par les citoyens eux-mêmes. Cette revendication était d'ailleurs très populaire parmi l'ensemble des Français, y compris ceux peu favorables aux Gilets jaunes. En revanche, les pouvoirs publics ont rapidement indiqué qu'ils n'entendaient pas aller dans cette direction. Le président de la République, Emmanuel Macron, a par exemple affirmé que le RIC pouvait, je cite, nourrir la démagogie et tuer la démocratie représentative. Que penser de ce débat? Avons-nous besoin de davantage de référendums? Cette question est pour nous d'une grande actualité politique. Mais pour essayer d'y voir plus clair, nous allons d'abord devoir nous éloigner de l'actualité. Ce qui est en jeu, en effet, ce sont les mérites respectifs de la démocratie directe et de la démocratie représentative. Commençons donc par explorer ce point avant de revenir à notre Ve République. Considérée de manière abstraite, la procédure du référendum peut sembler la procédure démocratique par excellence. En effet, si le peuple est souverain, il exercera pleinement sa souveraineté en votant lui-même la loi. Par contraste, la représentation paraît comporter le risque d'une sorte de confiscation de la souveraineté. Les représentants, théoriquement élus pour faire la volonté du peuple, font en fait leur propre volonté et privent le peuple de sa liberté. Souvenez-vous de cette tirade de Jean-Jacques Rousseau que nous avons déjà eu l'occasion de commenter. Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle. Ce n'est point une loi. Le peuple anglais pense être libre. Il se trompe fort. Il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement. Sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. D'ailleurs, historiquement, les premières formes de démocratie connues étaient en tout ou partie directes. La démocratie athénienne, qui peut être considérée comme l'ancêtre de nos régimes démocratiques, reposait sur le droit accordé à tous les citoyens athéniens de prendre la parole et de voter à l'ecclésia. L'ecclésia, c'est-à-dire l'assemblée populaire où étaient adoptées les lois de la cité. Pourtant, de nos jours, toutes les démocraties sont représentatives. La loi est faite par des personnes élues par le peuple et qui exercent à plein temps leur fonction de législateur. Parfois, ces démocraties comportent des éléments de démocratie directe, comme notre actuelle Ve République, qui permet au président de soumettre au référendum des projets de loi portant sur certains sujets délimités par la Constitution. Mais ces moments de démocratie directe apparaissent comme l'exception dans un processus normatif essentiellement représentatif. Comment expliquer cela? La première explication qui peut venir à l'esprit est que, si à Athènes ou à Rome, le nombre de citoyens était suffisamment réduit pour que ceux-ci puissent s'assembler sur l'agora ou le forum pour décider des affaires publiques, cela n'est évidemment pas envisageable dans les nations modernes. Lorsque les citoyens se comptent par millions, voire par dizaines ou centaines de millions, la démocratie directe, telle qu'elle était pratiquée dans l'Antiquité, n'est simplement plus possible. Toutefois, cette raison n'est pas la plus décisive ni la plus intéressante. En fait, jusqu'à l'époque moderne, l'expérience des démocraties n'avait pas été très concluante. Souvenez-vous du jugement sévère émis par Alexander Hamilton dans le Fédéraliste, au sujet de ces petites républiques de Grèce et d'Italie, constamment secouées de révolutions, qui les tenaient dans un état d'oscillation perpétuelle entre les excès du despotisme et de l'anarchie. Hamilton en tire d'ailleurs la conclusion que le gouvernement démocratique devrait être considéré comme indéfendable s'il n'était pas possible d'inventer de nouvelles formes de démocratie différentes des démocraties antiques. Quels étaient donc les problèmes mis en évidence par l'expérience de ces démocraties antiques? Tout d'abord, le problème de la compétence. La démocratie, dans sa version moderne, repose sur l'idée que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, selon les termes de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens que nous avons souvent rencontrés.
Puisque tous les êtres humains possèdent les mêmes droits naturels, tous doivent pouvoir consentir à la loi qui les gouverne. Cependant, l'égalité en droit n'implique absolument pas que les hommes soient également intelligents, ou également instruits, ou également honnêtes, ou courageux, et ainsi de suite. Tous les hommes doivent, certes, pouvoir consentir à la loi qui les gouverne, mais tous ne sont pas également doués ou compétents pour s'occuper des affaires publiques. Par conséquent, un gouvernement populaire, c'est-à-dire un gouvernement dans lequel l'homme de la rue a le dernier mot, risque fort d'être un gouvernement particulièrement incompétent et inefficace. Lorsque nous pensons à l'Athènes antique, nous avons tendance à penser aux grands hommes d'État, aux philosophes ou aux artistes dont les noms ont traversé les siècles. Mais nous ne devons pas oublier que l'Athénien moyen ne ressemblait pas vraiment à Socrate ou à Périclès. Comme le faisait remarquer à l'époque un voyageur, manifestement pas très convaincu par la démocratie athénienne, à Athènes, les sages parlent sur l'agora, mais ce sont les ignorants qui décident. Et ne croyons pas que ce problème aurait été résolu à notre époque, avec le développement massif de l'école obligatoire, par exemple. 24 siècles après Périclès, Winston Churchill faisait cette remarque acide. Pour se dégoûter de la démocratie, il suffit de parler 5 minutes avec un électeur moyen. Et Churchill, qui fut député pendant presque 40 ans à la Chambre des communes, avait dû parler à un très grand nombre d'électeurs moyens au cours de sa très longue carrière. Ensuite, le problème de l'injustice. Puisque tous les hommes sont égaux en droit, il est juste que chaque homme puisse consentir à la loi qui le gouverne. Ce qui signifie en pratique, comme nous l'avons vu, que la loi sera faite par la majorité. Mais nous ne devons pas en tirer la conclusion que toute loi prise par la majorité sera nécessairement juste. Bien au contraire, l'expérience, aussi bien que la réflexion, montre que les assemblées populaires sont particulièrement susceptibles de se laisser séduire par des démagogues, c'est-à-dire par des individus qui flattent les passions du peuple pour l'amener à prendre des décisions désastreuses et injustes. Nous pouvons nous rappeler, par exemple, que c'est bien l'assemblée du peuple athénien qui a condamné Socrate à mort. La même assemblée qui, quelque temps plus tard, a décidé de condamner les accusateurs de Socrate et lui a fait ériger des statues. En fait, l'histoire de la démocratie athénienne est pleine de décisions imprudentes, injustes ou irrationnelles prises par le peuple d'Athènes, et qui conduiront finalement la cité à sa perte lors de la fameuse guerre du Péloponnèse à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Nous comprenons donc pourquoi, pendant très longtemps, la démocratie a pu être considérée comme un mauvais régime par les amis éclairés de la liberté, comme le dit Hamilton, et pourquoi il a été nécessaire d'inventer de nouvelles formes de démocratie. Alexander Hamilton explique justement que la représentation est l'un des moyens qui a été découvert pour rendre la démocratie plus recommandable. Le peuple ne doit pas diriger lui-même les affaires publiques, mais il devra se choisir des représentants qui auront pour charge de gouverner et de faire les lois à sa place. Cette solution est pertinente pour deux raisons principales. D'une part, l'élection permet une sélection. Dans le meilleur des cas, l'élection peut permettre de choisir parmi la population les personnes les plus capables de s'occuper des affaires publiques. James Madison, un auteur que nous avons déjà souvent rencontré, affirme ainsi carrément: le but de toute constitution politique est, ou devrait être, tout d'abord, de choisir pour gouvernants les hommes qui ont le plus de sagesse pour discerner et le plus de vertu pour poursuivre le bien commun de la société. D'autre part, choisir des représentants capables semble davantage à la mesure de l'électeur ordinaire que de décider lui-même des affaires du pays. Dans beaucoup de domaines, en effet, il est bien plus facile de savoir si quelque chose a été bien fait ou mal fait que de savoir ce qu'il faudrait faire et de le faire soi-même. Si par exemple nous nous faisons opérer de l'appendicite, nous sommes normalement tout à fait capables de juger si l'opération a été bien ou mal faite. Pourtant, nous ne sommes pas chirurgiens et nous serions tout à fait incapables de faire ce qu'a fait le chirurgien. Si nous allons dans un bon restaurant, nous sommes tout à fait capables de juger de la qualité des plats. Pourtant, nous ne sommes pas chefs cuisiniers et nous serions bien incapables de cuisiner comme le chef. C'est à peu près la même chose en politique. Diriger une grande nation est une affaire très compliquée, qui demande beaucoup de qualités morales et intellectuelles que peu d'hommes possèdent. Néanmoins, les citoyens sont dans l'ensemble capables de juger à peu près correctement si la situation du pays est meilleure
ou pire, à la fin du mandat de ceux qu'ils ont élus. Ils peuvent ainsi renouveler leur mandat ou au contraire changer de représentant. Ainsi, affirme Madison, dans une démocratie représentative bien conçue, les décisions prises par les représentants du peuple seront en général, je le cite, plus en accord avec le bien commun que si elles avaient été prises par le peuple lui-même assemblé à cet effet. Nous comprenons donc pourquoi la démocratie directe a été remplacée par la démocratie représentative. Il y a d'excellentes raisons à cela. Toutefois, nous ne devons pas oublier que la démocratie représentative a aussi ses défauts. La représentation doit normalement permettre de concilier ces deux impératifs, bâtir un régime qui soit à la fois populaire et compétent. Les représentants du peuple doivent avoir des capacités supérieures à celles de l'électeur moyen. Mais en même temps, ils doivent partager les intérêts et les sentiments du peuple. Les représentants doivent être attachés aux mêmes grands principes que ceux qu'ils représentent. Les électeurs doivent avoir la possibilité d'orienter véritablement le gouvernement, de changer la politique du pays par leur vote. Mais il peut arriver, pour de multiples raisons, que le lien entre le peuple et ses représentants soit rompu ou très distendu. Il peut arriver que les représentants du peuple se prennent pour le peuple lui-même et oublient qu'ils ne sont que des représentants, de simples mandataires. Cette confiscation de la souveraineté nationale par les représentants de la nation, la France en a fait l'amère expérience lors des 3e et 4e Républiques. La constitution de la 5e République avait notamment pour but de mettre fin à cette situation déplorable et de redonner à la nation française les moyens de se gouverner véritablement elle-même. L'élection du président de la République au suffrage universel direct et le référendum législatif sont deux des moyens employés par la Constitution pour parvenir à ce but. Pendant plusieurs décennies, la France a ainsi connu un certain équilibre institutionnel avec un gouvernement à la fois stable, énergique et authentiquement représentatif, c'est-à-dire répondant bon an mal an aux aspirations de la nation. Cet équilibre n'était bien sûr pas parfait, car aucune constitution n'est parfaite. Mais on peut soutenir qu'il était néanmoins le plus satisfaisant que la France ait connu depuis bien longtemps. Aujourd'hui, cet équilibre est rompu, et tout le monde s'accorde à dire que nous traversons une grave crise de la représentation. Les symptômes en sont partout perceptibles autour de nous. Le fait que le référendum soit pratiquement tombé en désuétude est à la fois une cause et un symptôme de cette crise. Non seulement le dernier référendum date de presque 20 ans, mais en plus la décision exprimée directement par la nation à cette occasion a été contournée quelques années plus tard par les élus de la nation. Cet épisode a joué un rôle majeur dans le dérèglement de nos institutions représentatives. Je vous l'explique en détail dans une vidéo spéciale consacrée au référendum sur le traité constitutionnel européen. Pour sortir de la crise actuelle de la représentation, nous devrons retrouver un usage du référendum plus conforme à ce qu'avait voulu le général de Gaulle, à savoir un retour périodique de l'exécutif devant la source de sa légitimité. Mais cela ne peut être qu'une partie de la solution. Nous devons être bien conscients que si le référendum peut et doit compléter les institutions représentatives, il ne peut en aucun cas les remplacer. On ne gouverne pas une grande nation à coup de référendum. Nous ne ferons pas l'économie d'un renouveau de la démocratie représentative si nous voulons continuer à vivre en démocratie. Mais c'est là une toute autre histoire et qui nous entraînerait bien au-delà du droit constitutionnel. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Vous pouvez grandement aider mon travail en aimant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant. Car n'oubliez pas, le droit, c'est passionnant.